Ce soir, on va s'attaquer au sujet des combos, qui est un sujet extrêmement large, très intéressant aussi. On va parler de tout l'aspect au niveau des interactions qu'il peut y avoir en différents produits. On va plus s'attarder sur l'aspect général. Je voulais pas non plus donner avoir un aspect trop point par point avec chaque combo parce que la quantité qu'il y en a déjà c'est très long. Et surtout, je pense que ce qui est réellement intéressant, c'est de comprendre un peu les mécaniques globales de comment fonctionnent les interactions. Euh, Pas juste d'avoir juste des petits exemples en tête de combinaisons, même si c'est bien déjà, mais là on va plus creuser sur l'aspect un petit peu pharmacologique. Je vais parler par place de produits en partie, donner quelques exemples aussi, histoire d'imager un petit peu, mais globalement vous allez plus comprendre de comment faire une recherche pour voir si un combo est dangereux ou pas. Voilà, c'est ça mon but aujourd'hui, c'est voilà. Avant toute chose, je vais vous faire un petit disclaimer parce que c'est quand même des informations médicales que je vais vous donner, que j'ai pu récupérer de moi-même et puis aussi de mes études en pharmacologie. Je tiens juste à dire que c'est des informations qui peuvent être dangereuses, que c'est pas parce que ça reste une introduction, c'est pas non plus des informations qui vont être suffisantes la plupart du temps pour, même si j'aimerais bien, mais en 1 heure et demie ça va être compliqué. Pour prendre une décision par rapport à ça, et que si vous avez la moindre hésitation, il faut vraiment aller voir un professionnel de la santé. Ne validez pas de consommation par rapport à ce que vous avez appris ici. Le but c'est vraiment un titre informatif et c'est de comprendre comment fonctionne une interaction, que ce soit au niveau des drogues ou des médicaments. On va surtout parler de drogue évidemment, mais voilà. C'est plus des concepts globaux pour réussir à aiguiser un petit peu votre esprit critique, mais c'est pas pour autant qu'à la fin c'est pas une formation de médecine quoi. De toute façon, en 1 heure et demie, on va pas avoir le temps de vous rendre médecin. Donc voilà, faites juste attention à ce que vous apprenez ici et à pas l'utiliser pour valider des consommations ou faire des diagnostics médicaux ou des trucs comme ça. Voilà. Donc maintenant on peut commencer. Alors je vais parler vite fait du tableau Tripsit parce que globalement c'est des informations qui sont intéressantes, qui sont assez bien sourcées. Et c'est très pratique, simplement pour vérifier, je pense que vous le connaissez déjà un petit peu tous, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas, du coup il suffit en fait de prendre deux substances sur ce tableau, de regarder à l'intersection et en fait de lire la légende en dessous pour savoir si c'est un mélange qui est dangereux ou pas. J'aurais pu détailler tous les cas de ce tableau parce que il est intéressant, il est assez bien fait et la plupart de ce qui s'y trouve est correct. Mais ça aurait pas été fou et ça aurait été très bourrage de crâne. C'était pas du tout le but de ce que j'ai envie de faire ici. Donc je me suis plutôt attardé sur la partie un peu plus comprendre les choses, pas juste les apprendre. Au niveau des règles essentielles de combo, parce qu'elles sont quand même importantes et que ça reste de la réduction des risques de base, il faut vraiment éviter de consommer des nouveaux produits en mélange. Le mieux c'est vraiment de prendre le temps de les essayer séparément d'abord, si possible à différents dosages avec plusieurs expériences, et, euh, et ensuite éventuellement de les mélanger. Quand on tente de les mélanger, bien sûr on réduit les doses. Faut pas prendre des doses trop fortes par rapport à ça. Ça semble logique, mais c'est pas toujours respecté. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des synergies entre les produits qui font que ça peut devenir beaucoup plus fort que ce qu'on attendait. Donc effectivement, baisser les doses des deux produits. Au niveau des demi-vies, c'est facile à trouver. Vous pouvez, sur la plupart des pages Wikipédia, vous pouvez facilement trouver des demi-vies avec des sources scientifiques. Donc ça c'est pour les interactions dans la temporalité. C'est-à-dire que typiquement si vous avez pris du GHB il y a 10 heures, est-ce que vous pouvez boire de l'alcool? C'est un autre souci parce qu'effectivement déjà il faut comprendre comment les interactions fonctionnent entre eux, mais au niveau de la temporalité elle-même des fois c'est embêtant aussi parce qu'on sait pas trop. Donc les règles c'est 5 demi-vies pour un mélange qui est non mortel et qui est non mortel, ça veut dire que même à haute dose il n'y a pas de risque de complications mortelles ou de complications graves. Et puis 7 demi-vies si c'est mortel. Par exemple, le GHB qui a une demi-vie à peu près de 2h30 à 3 heures, on va prendre 3 heures pour être large. Avec de l'alcool, ça peut créer un risque mortel de dépression respiratoire ou de coma. Et donc là, ça va être 7 demi-vies, donc 21 heures d'espacement. Donc au bout de 10 heures, c'est pas suffisant. Voilà, petit exemple rapide. Voilà, au niveau de la temporalité des mélanges. Faut évidemment penser aux traitements médicaux parce qu'on y pense assez rarement, et du coup si quelqu'un ou même vous-même vous posez des questions par rapport aux interactions, pensez à prendre des traitements médicaux en compte, même s'ils n'ont pas forcément d'effet directement sur les effets ressentis des drogues. Ils peuvent avoir des effets importants au niveau de la métabolisation et même de plein d'aspects
dans le corps en fait. Donc c'est clairement des choses à prendre en compte, on va voir comment. Mais ne les oubliez pas. Voilà, c'est juste les règles vraiment basiques, mais qui sont vachement importantes et que je voulais rappeler. Du coup, pour comprendre un petit peu les bases, je vais juste vous expliquer la différence entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc les deux, c'est deux branches, on va dire, de la pharmacologie, qui est l'étude des médicaments, des drogues, des principes actifs de façon globale. D'un côté, on a la pharmacocinétique, et qui en fait va analyser ce que fait le corps sur une drogue, ou ce que fait le corps sur un médicament. C'est-à-dire comment le corps va influencer le médicament, à quel point il va rapidement l'absorber, à quel point il va le modifier chimiquement et à quel point il va réussir à l'excréter, donc à l'éliminer. C'est vraiment l'influence du corps sur la drogue ou sur le médicament, pardon. Et au niveau pharmacodynamique, ça va être l'inverse en fait, on va avoir pour le corps, donc comment en gros la drogue va nous affecter à nous. Pour ce qui est des combos, on a vraiment besoin de comprendre ces deux parties-là. Ça dépend des organes, pour certains ça sera plus de la pharmacocinétique, d'autres plus de la pharmacodynamique, donc on va regarder les différentes interactions qu'il y a entre ça. Typiquement le cerveau ça va être beaucoup de pharmacodynamique, donc comprendre en fait ce que la drogue fait sur le cerveau, parce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Mais parfois on a aussi besoin de comprendre au niveau du foie typiquement. C'est un exemple où la pharmacocinétique sera plus importante. Donc là, on va plus essayer de comprendre comment le foie va métaboliser les médicaments et comment le corps va influencer du coup les drogues. Donc voilà, ça c'est une petite différence à savoir et qui est importante aussi pour la suite. Donc j'ai décidé de diviser ça par rapport aux 4 organes importants à retenir pour les combinaisons, qu'il faut systématiquement vérifier pour chaque combinaison, si possible. Bien sûr, voilà, mais c'est les 4 organes principaux où il y a le plus de risques d'interaction. Donc en premier, on a le cerveau, on va voir. Ensuite, il y a le foie, ensuite le cœur, et ensuite les reins. Je vais à chaque fois vous donner, mis à part pour les reins, je vais vous donner un exemple à chaque fois de cas d'interaction qu'on m'a posé en termes de questions, sur lesquelles j'ai fait des recherches, et du coup je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi à en déduire des choses. Et puis je vais aussi vous expliquer du coup les principaux risques par rapport à tous ces organes de façon différente et à quel point ça peut affecter les gens. Les reins, ouais. Effectivement, les reins, bien sûr, c'est quelque chose de très sous-estimé, mais qui peut avoir une influence vachement importante avec surtout certains traitements médicamenteux, mais aussi avec certaines drogues en soi. Mais tu vois, par exemple, le lithium, il affecte énormément les reins, et ça peut mener à des surdoses assez rapides avec beaucoup de drogues. Donc oui, c'est important. Voilà. On commence avec le cerveau. C'est un peu un organe compliqué, mais vu que j'ai déjà fait une conférence de à peu près 2 heures dessus, je vais pas non plus repasser complètement dessus parce que je vais pas de nouveau 2 heures pour expliquer ça. Même si là on va plus s'attarder sur la partie interaction et un petit peu moins sur la partie juste comprendre comment ça marche. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir l'autre conférence que j'ai faite si c'est pas déjà le cas, qui s'appelle Your Brain and Drugs. Et puis au niveau des risques principaux qu'on peut retrouver dans le cerveau, il y a l'hyperthermie, qui est un des risques principaux en termes de risque de dégâts pour le cerveau. On a la surinhibition et la suractivation. Donc en fait, soit activer certains circuits neuronaux de façon trop faible, donc ils n'arrivent pas à réagir, et ce qui peut mener typiquement à des dépressions respiratoires, parfois à de la vasodilatation intense, où ça peut mener à un peu différents effets secondaires qui font que le système nerveux central fonctionne au ralenti, voire fonctionne moins. Et la suractivation, c'est l'inverse du coup, ça peut créer des convulsions, ça peut créer une vasoconstriction forte, etc. Donc voilà, c'est les principaux risques qu'on peut avoir. Si vous voulez comprendre un petit peu au niveau des détails effectivement de comment fonctionne chaque substance sur chaque type de neurone, etc., allez voir la conférence dont je vous ai parlé. Et parce qu'on va pas tout refaire, mais voilà en gros les 3 risques principaux qu'on peut se retrouver au niveau du cerveau. Faut savoir qu'effectivement les risques ils sont différents au court et au long terme, et ça c'est valable en vrai pour aussi tous les organes. Je l'ai pas répété à chaque fois, mais c'est quand même un truc assez important qui fait que faut aussi savoir se dire que certains mélanges sur le court terme peuvent être uniquement peu problématiques, par contre sur le long terme c'est très problématique, et c'est particulièrement visible avec la neurotoxicité. Le cerveau est un organe qui est très malléable et qui peut s'auto-réparer de façon relativement correcte s'il y a de la neurotoxicité jusqu'à un certain stade.
Et donc c'est pour ça qu'effectivement, s'il y a un petit peu de neurotoxicité, la plupart des gens s'en sortent très bien. Par contre, sur le long terme, ça cause effectivement beaucoup plus de problèmes. Donc il faut aussi penser à cet aspect-là de la consommation, au niveau de la chronicité des prises, donc de la dose, et puis aussi des fréquences. De la fréquence. Quelques exemples du coup pour illustrer au niveau de l'hyperthermie par exemple, on a l'alcool et la MDMA. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sachent, alors qui savent. Bien sûr il y a pas mal de gens qui savent que l'alcool et MDMA c'est dangereux au niveau de la déshydratation, mais en fait au niveau de l'hyperthermie il y a un truc intéressant qui est que l'alcool c'est ce qu'on appelle un poikilothermique. Et c'est un nom un peu barbare, je sais, mais je vais vous expliquer du coup. C'est en fait l'alcool a une capacité à désactiver le système de température du corps, de régulation de température. C'est-à-dire que en gros, il fonctionne un petit peu comme si après on avait le sang froid. On a beaucoup moins de capacité à se réchauffer si jamais on a trop froid ou à se refroidir si jamais on a trop chaud. Et en fait, l'alcool réduit la transpiration. Donc en fait, ça participe à augmenter l'hyperthermie de la MDMA. Et du coup, c'est vachement problématique par rapport à ça aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un effet qui est intéressant et qui fonctionne pas juste pour la MDMA, mais bien sûr pour tous les produits qui ont tendance à faire des dégâts à cause de l'hyperthermie. Et sachant que justement l'hyperthermie, c'est le premier risque en termes de neurotoxicité par rapport à la MDMA. L'alcool c'est vraiment problématique par rapport à ça. Voilà, il y a aussi plein d'autres soucis entre l'alcool et la MDMA, mais c'était un bon exemple pour vous parler de l'hyperthermie. Comme quoi, il y a certains produits qui augmentent pas forcément la température tout seul. Euh, et par contre, en interaction, en fait, ils deviennent dangereux. Ben, typiquement, c'est le cas de l'alcool. Et on se dit a priori, ben, en fait, l'alcool, si on regarde des études de façon séparée, il augmente pas la température corporelle. Donc théoriquement, c'est safe de le mélanger avec la MDMA. En fait, non. Il affecte la température corporelle, mais c'est juste que il désactive en fait la possibilité de régulation du corps. Voilà. Et si ça se dit moins que c'est des symptômes plus rares ou juste moins documentés. En soi, par rapport à ce mélange-là, au niveau de l'alcool et de la MDMA, il est relativement documenté. Et en fait, par rapport à cet effet dont je vous parle, un peu équilothermique, ça a été effectivement un petit peu documenté. Mais souvent, les surdoses qui arrivent, en fait, on le met sur le dos d'autres choses que juste l'élévation de la température. Et du coup, ça arrive régulièrement que on met beaucoup plus en avant l'aspect déshydratation, qui est important, hein, bien sûr. Mais cet effet-là, il est pas très visibilisé. Et la plupart des gens, en fait, le savent pas du tout. Et c'est normal, parce qu'effectivement, c'est très peu connu, mais c'est un effet qui est quand même important et non négligeable, quoi. Je vais continuer avec un autre exemple. Là, pour la surinhibition, du coup, on n'est plus sur l'hyperthermie. Au niveau de l'héroïne et du diazépam. Ou devrais-je dire diazépam pour être tout à fait correct, mais c'est pas joli. Là, on a un exemple de surinhibition parce qu'on a des risques de dépression respiratoire, c'est-à-dire que certains types de neurones, qui sont des neurones GABAergiques, vont être plus activés par ces deux substances, ce qui fait que on va avoir tendance à réduire certains influx nerveux. Ce qui va faire que même au niveau des muscles, typiquement, certains muscles vont fonctionner peu ou pas. Et vu que le diaphragme est un muscle dans les poumons, en fait, pour réussir à tirer les poumons, à les remplir d'air, ce muscle-là aussi va subir les effets de cette interaction, qui fait qu'effectivement, il y a moins de... Il y a moins de possibilités qu'il puisse s'étirer, voire quasiment pas du tout. Et donc, à cause de cet effet sur le cerveau, qui est plus ou moins indirect, mais qui est quand même présent, on peut avoir des problèmes par rapport à ça. C'est un exemple de surinhibition. Voilà. Ouais, effectivement, du coup, je comprends pourquoi on a arrêté de donner de l'alcool aux victimes des avalanches. Bah oui, effectivement. L'alcool, en plus, ce qui est problématique, c'est qu'il fait une vasodilatation en surface de la peau. Et du coup, on a l'impression qu'on a chaud, parce qu'en fait, les nerfs, ils sont surtout à la surface de la peau. Et du coup, vu que le sang chaud passe à côté des nerfs, on a l'impression d'avoir chaud. Mais dans la réalité, en fait, si on mesure en fait la température globale de la personne dans un milieu froid, en fait, clairement, la personne va avoir beaucoup plus froid que ce qu'elle pense au niveau de la température. C'est juste un effet un petit peu pervers entre guillemets de l'alcool qui provoque cet effet de j'ai l'impression d'avoir chaud, mais c'est vraiment qu'une impression en fait. Et puis un exemple de suractivation, on a un IMAO plus un libérateur de monoamine. On peut prendre l'exemple de la MDMA typiquement, ou de l'amphétamine.
tout ça. Donc là, il y a une suractivation, on a beaucoup trop de dopamine, sérotonine, noradrénaline qui va circuler au niveau des synapses, et ça peut provoquer typiquement un syndrome sérotoninergique ou d'autres types de soucis aussi au niveau des convulsions, au niveau des tremblements, tout ça. Donc voilà, ça c'est un exemple de suractivation neuronale où les circuits sont beaucoup trop activés et ça peut avoir des conséquences physiques importantes, tout comme la surinhibition. Voilà, du coup, au niveau des petits exemples rapides, là je vais prendre un exemple un petit peu plus complet et on va aller plus dans le processus de comment, c'est une question qu'on m'avait posée, le mélange entre du tramadol et de la MDMA. Donc la première chose à faire au niveau du cerveau, c'est regarder les mécanismes d'action et certes pour la troisième fois je vais vous dire d'aller voir la première conférence que j'ai faite qui devrait vous permettre de comprendre un petit peu mieux au niveau des détails de comment ça fonctionne. Au niveau du tramadol, a priori ils ont dit c'est un opioïde, donc c'est pas forcément un problème, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a un effet très clair au niveau des monoamines, surtout la sérotonine. Et donc ça c'est un gros souci parce que la MDMA aussi fonctionne c'est marqué ici que justement que ça stimule en fait les effluves au niveau de la sérotonine dans la membrane jusqu'à la synapse, et qu'en fait ici au niveau du tramadol il a exactement le même effet, comme quoi il augmente en fait il relâche de la sérotonine aussi dans la fente synaptique. Donc là on a un risque de syndrome sérotoninergique qui fait qu'on a deux substances ensemble qui sont capables d'augmenter la quantité de sérotonine dans la synapse de façon assez élevée. Et ça peut mener à un syndrome sérotoninergique selon les doses. Donc voilà, simplement là en plus, je veux dire, c'est un exemple assez simple parce que bon, faut penser à faire des recherches un peu extensives au niveau du fonctionnement et du mécanisme d'action, mais je veux dire, c'est des informations que j'ai trouvées dans des abstracts, donc ça veut dire que c'est vraiment des choses assez accessibles et que c'est pas non plus bourré de vocabulaire ultra technique. Bien sûr, faut comprendre un petit peu ce qui se passe, peut-être avoir un petit peu de notions en anglais, mais là, c'était pas quelque chose d'extrêmement dur à trouver et ça a permis d'éviter pas mal de soucis, quoi. Voilà, c'était un petit exemple plutôt simple par rapport au tramadol et à la MDMA. Cela n'augmente pas les effets de la MDMA, c'est juste dangereux de faire ce mélange, point d'interrogation. Oui, en soi, ça va augmenter les effets, mais ça va pas forcément augmenter les effets de façon agréable, on va dire. Éventuellement, à très petite dose, c'est clairement pas quelque chose que je recommanderais, mais ça peut avoir un effet synergique, entre guillemets, mais c'est difficile à gérer. Et mais globalement, ouais, surtout en fait, ça va augmenter les effets de façon trop drastique et on va se retrouver avec typiquement donc des tremblements, des pupilles extrêmement dilatées et tous les effets standards d'un syndrome sérotoninergique avec éventuellement de l'anxiété, etc. Voire des hallucinations et des problèmes aussi au niveau cardiaque, tout ça. Donc à très petite dose, oui, on pourrait théoriquement l'utiliser pour potentialiser les effets, mais non, ça en vaut clairement pas la peine et c'est juste une prise de risque vachement importante. Donc voilà. Donc là, on était vraiment plus sur l'aspect, pendant tout le long, là, on était juste sur l'aspect pharmacodynamique, donc comment les drogues nous affectent nous. Là, on va passer sur un organe super important, qui est le foie. Et le foie, du coup, là, on est beaucoup plus dans l'aspect pharmacocinétique. Du coup, comment notre corps va métaboliser et transformer les drogues pour pouvoir les excréter. Faut pas oublier que d'un point de vue de notre organisme, une drogue, c'est quelque chose qui l'empêche de faire ses fonctions normales. Voilà, du genre manger, du genre se reproduire et du genre pouvoir s'échapper ou fuir, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose dans un état naturel, c'est quelque chose de pas forcément positif pour l'organisme. Que ce soit au niveau des conséquences physiques ou même des conséquences sociales ou au niveau des possibilités d'action aussi. Donc en soi, c'est quelque chose qui cherche à éliminer naturellement et c'est justement là l'aspect un petit peu pharmacocinétique qu'on va voir, typiquement avec le foie. Au niveau des mélanges, les risques qu'on va avoir, on en a à nouveau 3. On a l'hépatotoxicité, un mot un peu barbare pour dire que ça fait mal au foie. Donc il y a pas mal de substances, la plus connue je pense c'est l'alcool, qui sont capables d'avoir cet effet-là et du coup de provoquer des cirrhoses ou voire un cancer sur le long terme. On a l'activation et la désactivation. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu parce que ça semble plutôt contre-intuitif. Pourquoi activation ça baisse et pourquoi la désactivation ça monte ? En fait, il faut penser effectivement, comme je le disais au début, que le foie il cherche à éliminer des produits actifs. Donc si on va activer le foie, il va être capable de réduire la concentration dans le sang. Et si on désactive le foie, pour simplifier,
on va augmenter la concentration dans le sang. Donc en fait, faut penser un petit peu à l'envers par rapport à ça. Et faut se dire que, voilà, si on active le foie, on arrive à éliminer plus. Et si on désactive le foie, on arrive à moins éliminer. Donc ce qui fait qu'on en garde plus en nous. Voilà. Ensuite, faut penser aux CYP, qui sont les cytochromes P450, encore en nom barbare, et aux UGT, qui sont des transaminases, et du coup qui sont des enzymes. Alors, beaucoup de noms barbares, désolé. Et ce qui se passe en fait, c'est que chaque drogue, ou chaque médicament, ou n'importe quel élément en fait dans le corps, la grande majorité on va dire, sont capables d'être métabolisés par le foie. Et pour ça, en fait, le foie, le truc, c'est qu'il a besoin d'outils pour réussir à éliminer ces substances. Enfin, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc, il a développé ce qu'on appelle des différentes enzymes, qui sont des petits outils chimiques, qui sont capables en fait de détruire les molécules pour les excréter plus facilement, ou pour les désactiver pour éviter qu'elles aient un effet problématique trop longtemps, parce que sinon, on n'arriverait pas à les virer et ça ferait des soucis. Donc en fait, pour virer ces molécules, justement, il a développé ces outils qui sont des enzymes, et les plus importantes qui nous intéressent ici, c'est justement les CYP et les UGT. Je vais pas vous expliquer exactement en détail comment ça fonctionne, on pourrait s'amuser à ça, mais je pense que c'est pas super constructif et utile. Si on a du temps à la fin et que vous voulez vraiment comprendre, je peux vous expliquer. Mais là, en l'occurrence, on va plutôt se concentrer sur comment en fait vérifier qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de ces interactions d'activation, désactivation d'enzymes. En fait, les CYP, c'est un regroupement de plein de types d'enzymes. Et dans toutes ces enzymes, il y en a certaines qui vont fonctionner mieux que d'autres pour éliminer certains types de produits ou de drogues. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vérifier à chaque fois pour chaque drogue quel type de CYP vont être utilisés, donc quel type d'enzymes vont être utilisés pour éliminer cette drogue. Et dans le cas où on a deux enzymes, par exemple, je vais prendre un exemple très courant, mais le CYP2D6, généralement ils sont nommés CYP au début. Il y a une lettre qui est la famille générale. Non, il y a un nombre qui est la famille générale, il y a une lettre qui est le sous-type, et puis il y a encore un nombre qui est une sous-famille. Donc généralement c'est lettre, nombre, lettre. Et les plus connus, ça va être les 2D6, 3 à 4. Et après, il y a encore quelques autres sous-types qui sont courants, mais c'est les deux plus gros, on va dire, c'est 2D6 et 3 à 4. Et typiquement, en fait, chaque sous-type, mais il y en a, je fais ça simple, hein, mais en soi, il y en a vraiment une vingtaine. Et en fait, tous ces sous-types-là, ils vont être capables d'avoir plus ou moins d'affinité pour réussir à détruire X molécules. Donc en fait, il faut regarder, par exemple, si on s'intéresse à la MDMA, typiquement, le CYP2D6, il va avoir un effet important pour virer la MDMA. Et donc en cherchant ça, c'est assez facile à trouver, vous pouvez très facilement trouver ça sur Wikipédia ou autre. Des fois, il y en a plusieurs, hein, je veux dire, il n'y a pas tout le temps un seul type de CYP par molécule. Avec ces différents types de CYP que vous allez trouver, vous regardez pour la substance A, vous le regardez pour la substance B, et si jamais vous voyez que c'est les mêmes, là, il faut se poser la question de savoir si c'est un phénomène d'activation ou désactivation. La plupart du temps, c'est un phénomène de désactivation, ce qui va plutôt nous embêter. C'est-à-dire que si on a un certain taux, donc le CYP2D6 par exemple, on en a une certaine quantité disponible, et si jamais on commence à avoir 2 voire plus de drogues qui ont besoin de cette enzyme là pour se faire éliminer, il va y avoir un phénomène qu'on appelle de la compétition, où les drogues vont essayer de... Enfin, il y a trop de drogues en fait pour le CYP2D6, et donc en fait il va pas être capable de réussir à tous les éliminer. Donc ce qui veut dire qu'il y a une voire les 2 drogues qui vont se retrouver en plus haute concentration dans le sang, parce qu'elles n'arrivent pas à se faire éliminer, et de coup on peut avoir des interactions assez importantes comme ça qui peuvent être très problématiques, et c'est là que ça devient dangereux. Le phénomène d'activation, il est beaucoup plus rare. C'est plutôt pour les gens qui ont l'habitude de consommer un traitement de façon régulière. Il y a certains types de molécules qui sont capables de créer de l'activation, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est de la désactivation. Mais en fait, si on prend quelque chose de façon très régulière, du genre si vous prenez de la MDMA tous les jours, ce qui est une très mauvaise idée, mais voilà pour l'exemple, si vous prenez de la MDMA tous les jours, en fait, votre organisme va s'habituer. Et en fait, il va produire plus de CYP2D6. Donc en fait, à partir du moment où tout à coup vous décidez de rajouter une drogue qui se fait aussi métaboliser par le 2D6 dans le foie, là, il va y avoir un phénomène d'activation.
parce que vous avez déjà plus de cibles de D6 que la moyenne en normal, et donc en fait vous allez réussir à métaboliser le drogue plus rapidement parce que vous avez entraîné votre corps entre guillemets à éliminer plus rapidement la MDMA, et du coup si vous achetez une autre drogue qui se fait métaboliser de la même manière, elle va aussi se faire éliminer plus rapidement. Donc voilà, donc activation, désactivation, c'est pas toujours ultra clair et des fois c'est un petit peu dur à trouver. Sur pas mal d'études scientifiques, vous pouvez trouver si c'est de l'activation ou de la désactivation. Donc il faut faire un petit peu de recherche. Sur Wikipédia, ça peut arriver des fois. Vérifiez toujours la source des infos sur Wikipédia d'ailleurs. Lisez pas juste ce qui est écrit, c'est bien d'avoir des sources. Et par rapport à ça, du coup, activation, désactivation, justement, je disais, c'est pas super clair, mais généralement sur des traitements chroniques, on a plus des phénomènes d'activation. Et sur des interactions ponctuelles, par exemple, quelqu'un qui voudrait mélanger un truc rapide, on a de la désactivation. Mais dans les deux cas, en fait, il y a une interaction, et dans les deux cas, l'interaction peut être dangereuse. Au niveau de la désactivation, donc vu que ça augmente la concentration dans le sang, c'est logique qu'on peut avoir des surdoses. Et dans le cas de l'activation, alors là, ça dépend. Si c'est juste des drogues, la plupart du temps, pas de problème. Mais comme je disais, la plupart du temps, l'activation, elle se fait dans le cadre de traitements chroniques. C'est-à-dire quelqu'un qui a, par exemple, un médicament pour traiter un cancer ou un médicament pour traiter n'importe quoi, qui prend de façon régulière, et tout à coup, il rajoute une autre drogue dessus. Et là, si on a un phénomène d'activation, en fait, on peut avoir des soucis si au niveau de son autre traitement, et ça peut créer des problèmes assez conséquents aussi. Ou quelqu'un qui va consommer régulièrement de la MDMA et qui va commencer un traitement, on peut avoir un phénomène d'activation. Il n'aura pas une dose de son traitement suffisante parce qu'il a trop entraîné entre guillemets son corps à métaboliser la MDMA, et donc par extension ce traitement-là. Et donc effectivement on peut avoir des soucis aussi parce que la dose du traitement sera trop faible. Ces enzymes permettent d'éliminer la MDMA mais aussi les aliments dans la vie de tous les jours, non? Oui, c'est juste, ça dépend des aliments comme je disais, mais la plupart du temps oui. Théoriquement, si on réduisait la consommation de ces aliments, cela réduirait les enzymes et permettrait de ressentir plus longtemps la drogue. Alors oui, mais en soi, dans la pratique, c'est pas vraiment faisable. À moins que tu te nourrisses uniquement avec juste des injections intraveineuses de nutriments purs, ce qui est pas génial et pas très recommandable. Voilà. Mais oui, dans la pratique en soi, les cibles, voilà, il y a toujours un niveau basal en tout cas d'expression génétique qui fait qu'ils vont toujours être produits, mais moins tu les exploites et moins en fait ils vont être fabriqués génétiquement dans les cellules du foie. Donc ce qui veut dire qu'en soi, c'est beaucoup moins tu les utilises et moins ils vont s'exprimer. C'est un petit principe d'économie qui fait que ça évite de gaspiller des ressources pour rien, quoi. C'est de l'adaptation. Voilà. Au niveau des exemples que j'ai donnés, alors paroxétine qui est un antidépresseur et puis la MDMA. Alors là on a un phénomène de désactivation parce que je prends le cas de quelqu'un qui vient de commencer un traitement. Mais même généralement quelqu'un qui a un traitement régulier. En fait, la MDMA, elle a une particularité sur les cibles de D6, c'est qu'elle est capable de faire une inhibition. Donc elle est capable de les bloquer, et surtout c'est une inhibition qu'on appelle suicide. Donc c'est une inhibition très forte qui fait que les enzymes elles sont vraiment cassées après en fait. La molécule de MDMA elle va fusionner avec l'enzyme, et en fait il n'y a plus moyen de la récupérer, l'enzyme. Et la molécule de MDMA aussi, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça suicide, c'est un peu en fait les deux choses vont se mettre ensemble et les casser. Alors bon, c'est pas non plus, en temps normal, c'est pas non plus ultra grave, parce que en à peu près 10 à 14 jours, donc on va réussir à éliminer en fait ces enzymes qui sont cassées et à les remplacer. Le problème, c'est que typiquement, si on a un traitement antidépresseur à côté, par exemple la paroxétine, qui est aussi métabolisée par cette même enzyme-là, vu que cette enzyme-là, elle va disparaître, enfin, elle n'est pas disparaître, mais elle est juste cassée à cause de la MDMA pendant 2 semaines, on a un phénomène de désactivation, ce qui veut dire qu'on a vraiment une augmentation de la concentration de paroxétine dans le sang, ou de l'antidépresseur qui se fait métaboliser. Et donc on peut vraiment avoir des problèmes qui font qu'on peut avoir des effets de surdose d'antidépresseurs parce qu'il y en a trop dans le sang, on n'arrive plus à l'éliminer si on reste à des doses normales. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles pourquoi il ne faut pas mélanger les antidépresseurs avec la MDMA, on va en voir quelques-unes le long par la suite, mais c'est une des raisons de pourquoi il ne faut pas faire ça. Et surtout par rapport aux antidépresseurs, le but c'est vraiment d'avoir un taux d'antidépresseurs stable dans le sang. C'est important pour que la thérapie fonctionne bien. Et du coup, je vous laisse imaginer que si jamais on commence à modifier les taux dans le sang parce qu'on prend de la MDMA, en plus sur 2 semaines, c'est vraiment pas négligeable,
on a quand même des soucis, enfin ça peut créer des soucis au niveau de l'efficacité du traitement. Voilà. Au niveau du DXM, donc dextromethorphan et du millepertuis. Alors le millepertuis c'est un cas intéressant parce que c'est un cas d'activation qui est très connu, donc c'est une plante qui est aussi utilisée comme antidépresseur en l'occurrence. Mais ouais, c'est une plante qui est pas mal utilisée et qui est très connue pour ses phénomènes d'activation. Là en l'occurrence le millepertuis justement il est capable d'activer certaines enzymes quand on le prend de façon régulière. Et du coup avec du DXM on peut avoir des phénomènes justement qui font qu'on va réduire la quantité de DXM dans le sang, mais ça peut parfois augmenter aussi d'autres concentrations. On n'a pas parlé encore, on n'a pas parlé des prodrogues, mais en fait ces enzymes parfois sont capables de modifier certaines drogues pour créer des nouvelles drogues. Et parfois les premières drogues sont moins actives que les deuxièmes. Donc le foie fait un peu l'inverse de ce qu'il devrait faire, mais bon, rien n'est parfait dans la nature. Et ce qui se passe, c'est que en fait, il essaye de métaboliser les drogues pour les éliminer, mais il y a des intermédiaires dans sa métabolisation qui font qu'en fait, ils sont plus forts que les premiers. C'est assez rare, mais c'est ce qu'on appelle des prodrogues. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, il faut tout inverser encore une fois. J'ai déjà dit que l'activation, elle baissait le taux dans le sang. Mais si on parle de prodrogue, ça veut dire que, vu que ça baisse le taux dans le sang de la drogue 1, donc la première drogue, on augmente les taux dans le sang de la deuxième drogue. Du coup, on se retrouve avec des situations genre assez rapidement compliquées, avec des prodrogues, plus des phénomènes d'activation, etc. Mais c'était juste pour vous donner un exemple de cas où on a de l'activation déjà. Et puis là, on a en l'occurrence une prodrogue, c'est-à-dire que le DXM est actif, mais il y a une prodrogue qui s'appelle le DXO, qui est encore plus actif et qui a aussi des effets plus hallucinogènes. Et donc, en fait, en prenant du DXM avec du millepertuis, on a ce risque justement d'augmenter les effets, et notamment les effets hallucinogènes du DXM, du dextromethorphan, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un sirop institutif. Question du coup, c'est ce qui se passe avec les dérivés de LSD, elles se métabolisent en LSD après, exactement, du coup c'est un bon exemple de prodrogue en soi, si on parle de 1P LSD, de 1B LSD, de 1CP LSD, etc. C'est des prodrogues, c'est-à-dire que là typiquement, si on prenait du millepertuis et qu'on était avec le même CYP, je suis pas sûr que ce soit le cas en l'occurrence, il me semble pas, mais si c'était le cas, au niveau fictif, ça veut dire qu'on augmenterait en fait la métabolisation de ces dérivés de LSD en LSD, et du coup par extension on augmenterait leurs effets. Autre question. En soi, quand on prend une seule molécule et qu'elle a des métabolites actifs, il y a des interactions avec la molécule prise de base où tout s'équilibre. Une seule molécule est capable de non, il peut y avoir des interactions avec la molécule prise de base, mais je te laisse imaginer que si on avait réellement et des interactions importantes, ce ne seraient pas des molécules qui seraient commercialisées, même sur le marché noir, parce que du coup, ça voudrait dire que systématiquement, il y a des gens qui auraient des interactions problématiques avec cette molécule, quoi. Donc voilà, c'est pas très logique de. Enfin, ça peut arriver clairement, et des fois c'est des interactions minimes qui sont pas très graves. Là, je parle surtout des interactions qui sont problématiques, mais oui, t'as des interactions constantes en fait avec les métabolites, mais c'est des petites interactions qui sont généralement pas problématiques. Typiquement des interactions de compétition sur des transporteurs ou des trucs comme ça, mais dans la pratique, c'est rarement. Enfin, ça peut arriver que ce soit problématique, mais du coup c'est pas des trucs qui sont métabolisés, parce que ça veut dire que systématiquement ils ont des effets secondaires et des interactions avec eux-mêmes qui sont embêtantes. Donc voilà. Et puis exemple d'hépatotoxicité, parce qu'on l'a pas donné, mais c'est alcool et paracétamol typiquement. Là c'est aussi lié au CYP, mais l'alcool en soi il peut modifier le CYP de E1, et le paracétamol il peut se faire notamment métaboliser par celui-là pour se transformer en composé toxique qui s'appelle le NAPQI. Pas forcément besoin de retenir, mais en gros le fait de prendre de l'alcool et du paracétamol via une interaction dans le foie, via les CYP aussi, on a une hépatotoxicité importante qui vient du paracétamol, et en plus déjà de l'alcool qui est un peu hépatotoxique, mais le paracétamol justement ce dérivé là qui est beaucoup plus produit en cas de consommation d'alcool fait qu'on a une hépatotoxicité qui est vraiment exacerbée en fait. Voilà globalement par rapport au foie. Un exemple du coup vachement intéressant qu'on m'avait posé, c'était quelqu'un qui était séropositif en fait, et qui m'a posé la question justement de savoir s'il pouvait prendre de la kétamine avec un de ses traitements qui était une trithérapie, mais là on va éviter de prendre 3 médicaments en même temps, donc je me suis concentré sur en tout cas un des médicaments qu'il m'a cité qui pouvait provoquer des interactions.
Et du coup, voilà. Donc, justement, c'est là qu'on voit typiquement l'importance d'un traitement et de prendre en compte en fait aussi les traitements classiques médicamenteux parce que c'est sûr que ça peut avoir des interactions importantes et surtout là on a des effets qui par rapport aux trithérapies pour le sida, les conséquences elles peuvent être vraiment dramatiques parce qu'on peut avoir des apparitions de résistance au niveau du virus et du coup on peut avoir soit des énormes problèmes, soit le décès carrément. Donc voilà, bon réflexe effectivement de poser la question avant de consommer, surtout avec une trithérapie. Et puis là, en l'occurrence, apparemment même son médecin était un peu perdu par rapport à ça. Donc voilà, elle est venue me poser la question et puis j'ai fait mes recherches. Donc comment faire une recherche par rapport à une demande comme ça au niveau de l'efavirenz, donc c'est un des traitements contre le sida. Ici, j'ai pu voir que dans les conclusions de ces études-là, typiquement, il marque que les résultats confirment que l'efavirenz oui, induit l'activité du CIP de B6, attention, pas de D6, voilà, ils sont pas pareils. Du coup, oui, on a un effet inducteur. Et comme on a vu avant, un effet inducteur, ça veut dire qu'on les active et du coup qu'on va réduire la concentration de l'autre. Donc là, grâce à ça, en sachant aussi que la kétamine du coup est métabolisée justement, c'est marqué ici, par cette même enzyme, on a deux phénomènes qui vont se créer. D'un côté, on a l'effet inducteur de l'efavirenz qui va faire que justement, vu qu'on va augmenter la production de cette enzyme, on va réduire la quantité de de kétamine, pardon. Et du coup, en réduisant la quantité de kétamine, on va baisser aussi les effets. Jusqu'à là, c'est pas forcément dramatique. En soi, on s'en fiche un petit peu. Je veux dire, au pire, s'il y a que ça, on peut théoriquement en prendre plus, donc c'est pas une réduction énorme. Mais voilà, je veux dire, c'est rien de très dangereux pour l'instant. Le problème, principalement, c'est que on va avoir une désactivation hépatique de l'efavirenz, parce que vu que la kétamine va prendre la place de l'efavirenz, vu elle va être métabolisée par la même enzyme, qui est en l'occurrence le CIP2B6, on va avoir du coup une compétition, comme je disais avant. Ce qui veut dire que l'efavirenz ne va pas pouvoir être facilement métabolisé et on va avoir une augmentation de la concentration de l'efavirenz. Il se trouve que l'efavirenz, en l'occurrence, alors bon, là au niveau des problèmes de résistance sur le HIV, c'est pas forcément problématique. Mais par contre, il a des effets secondaires quand même vachement importants, notamment au niveau cardiovasculaire, et du coup, c'est pas forcément quelque chose de recommandable à faire en termes d'interaction. Parce qu'on commence à vraiment taper sur quelque chose de très inconnu, on a une interaction qui est certifiée et qui est palpable, qui va arriver inexorablement, et donc surtout qui touche à des traitements relativement lourds, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus de l'ibuprofène, c'est quand même un traitement lourd, donc là, on me dit juste que c'est pas une bonne idée. Voilà. Et du coup, voilà, ça permet d'éviter un peu des soucis. Voilà, au niveau du foie, je sais pas si vous avez des questions. Je sais qu'il y avait beaucoup d'infos et que globalement il y a beaucoup d'infos. Comme je disais, j'essaie de condenser un petit peu, mais si jamais il y a des questions quelconques en plus de ce qui a été déjà posé, n'hésitez pas. Je vais juste boire un peu. Donc, on va reprendre au niveau du cœur. On pense pas forcément au cœur au niveau des interactions, c'est pas forcément le premier truc qui vient au niveau de la tête, quoi. C'est on se dit bon bah voilà, le cœur c'est le cœur, mais c'est quand même un organe super important et qui peut aussi avoir plein d'effets, avec lesquels on peut avoir pas mal d'interactions. Le problème c'est que c'est surtout un organe qui est un peu moins documenté que au niveau du cerveau et puis au niveau du foie. Le foie est extrêmement bien documenté. Le cerveau, ça va, globalement, c'est déjà pas mal ce qu'on a comme info, mais le cœur, c'est un peu plus dur à trouver des infos. Les risques principaux qu'on a au niveau des mélanges par rapport au cœur, c'est la torsade de pointe. Je vais revenir sur le terme juste après, par rapport à ce que c'est. Il y a la tachycardie, donc il y a une augmentation du rythme cardiaque quand ça commence à faire boum boum rapidement, qui peut poser des problèmes, surtout si elle est forte, parce que suite à ça, il peut y avoir des complications au niveau cardiovasculaire, notamment au niveau de l'aorte, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Et puis du coup, ça crée les tachycardies peuvent aussi créer de l'hypertension. C'est pas forcément associé, hein, mais ça peut, ce qui peut être problématique aussi.
On a les problèmes de bradycardie et aussi d'hypotension. Voilà, je les lis, hein. Je dis pas toujours que c'est le cas, mais souvent elles sont liées, mais c'est pas systématique. Donc réduction du risque cardiaque, et par rapport à l'hypotension, justement, c'est le fait que du coup, ça peut créer des problèmes d'évanouissement, des trucs comme ça. Et puis bien sûr la cardiotoxicité aussi, qui est directement l'attaque au niveau du cœur avec deux produits qui sont toxiques pour le cœur. Donc ça peut mener à des nécroses des tissus cardiaques et sur le long terme, hein, c'est généralement. Mais il y a aussi des risques de cardiotoxicité sur le court terme, notamment au niveau de l'arrêt cardiaque. Ça peut arriver avec certains produits. On va voir un exemple après. Donc voilà, on a à peu près tout. J'aurais pu aussi parler de la vasoconstriction qui peut poser des problèmes si les veines sont beaucoup trop resserrées à cause de certains effets de produits, notamment des stimulants. Ça peut causer justement pareil des nécroses parce que le sang n'arrive plus à arriver aux extrémités ou des sensations de brûlure ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça peut être des problèmes aussi, mais c'est dans des cas très extrêmes. La plupart du temps, les effets ils sont additifs. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps ils sont additifs. Donc si vous avez quelque chose qui augmente la tachycardie et un autre produit qui augmente la tachycardie, généralement ça se superpose. C'est rare qu'il y ait vraiment une synergie au point que ça augmente de façon complètement drastique et que du coup vous ayez que votre cœur part complètement n'importe comment, mais ça augmente quand même les risques, hein. Mais je dis que voilà, juste généralement c'est additif. Au niveau de la toxicité aussi, c'est généralement le cas, mais pas toujours. On le verra après. Et par rapport aux torsades de pointe, ça c'est un cas justement un peu à part. Donc on va revenir sur torsade de pointe. Qu'est-ce qu'une torsade de pointe, au niveau des risques aussi, qu'est-ce que ça représente? Donc une torsade de pointe, comme globalement on le voit assez bien, ou pas, parce que je pense que les gens n'ont pas trop l'habitude de voir des électrocardiogrammes. En fait ce qui se passe c'est que là on a un pic plus ou moins normal en fait au niveau du cœur. Et en fait, ce qui se passe au niveau d'une torsade de pointe, c'est un événement qui fait que le cœur il va complètement s'emballer. Et contrairement à une tachycardie où le cœur en fait il va battre plus rapidement mais garder un fonctionnement normal, à part qu'il va plus vite, une torsade de pointe, on va avoir le cœur qui s'emballe complètement et du coup il va commencer à moitié pédaler dans la semoule et c'est globalement un petit peu près ce qu'on voit ici, avec des successions de pics qui sont complètement déformées et je vous laisse imaginer qu'au niveau du cœur, du coup il n'est pas du tout synchronisé. Il finit par se désynchroniser, à pomper n'importe comment, et du coup, bien sûr, ça crée des problèmes assez importants. Voilà, ça peut être une cause de mortalité aussi. Pour mesurer le risque de torsade de pointe, c'est globalement assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à ça, que aussi le cœur de pas mal d'animaux est assez différent de celui de l'humain, donc c'est dur d'extrapoler, et que c'est aussi très très dur d'avoir des autorisations pour tuer des pauvres gens dans des laboratoires en leur donnant des drogues. Donc globalement, ce qu'on a trouvé, historiquement, c'est l'intervalle QT, qui est en gros l'intervalle entre deux espaces sur un électrocardiogramme, qui permet de mesurer en fait à quel point le cœur a des risques de s'emballer ou pas. C'était de base utilisé pour essayer de prédire un petit peu, de savoir si un médicament ou une drogue réduit l'intervalle QT. Est-ce que du coup il y a des risques, si on en mélange deux, est-ce que du coup ça augmente les risques de torsade de pointe? Il s'est avéré que c'était une bonne idée, mais que dans la pratique c'était pas un super bon prédicteur. Mais dans la pratique, ouais, c'est mieux que rien. Donc si vous avez que ça et vous voyez qu'il y a deux médicaments qui réduisent cet intervalle QT, donc ça veut dire qu'ils vont rapprocher entre guillemets les formes de pic entre elles. Il y a des plus hauts risques que le cœur il s'emballe et du coup ils finissent en torsade de pointe, ce qui est problématique. Ça se trouve assez facilement généralement avec les médicaments classiques. Avec les drogues c'est un peu plus compliqué à trouver, mais ça se trouve. Et pour la plupart des drogues classiques, surtout celles qui sont utilisées en milieu hospitalier, donc tout ce qui est fentanyl, morphine, kétamine, amphétamine aussi, voilà. Ouais, tout ce qui est utilisé en médecine, en prescription, quoi. Ça se trouve relativement facilement. Après, pour les drogues qui sont pour l'instant uniquement récréatives, c'est-à-dire champignons hallucinogènes, de la MDMA, des trucs comme ça, c'est un poil plus dur à trouver, mais si c'est des drogues connues, ça va. Donc voilà, ça peut se trouver et ça permet d'avoir d'estimer un peu le risque. Après, c'est pas parfait. Par contre, ce qui est pas mal, si jamais vous avez des traitements, enfin au niveau des médicaments plus classiques, donc qui ont été étudiés, il y a un site qui s'appelle crediblemeds.org et qui est pas mal parce que en fait, justement à la place de juste se baser sur l'intervalle QT, ils prennent en compte vraiment en fait les risques d'interaction et le risque de torsade de pointe. Donc en soi, il est plutôt pratique si vous voulez vérifier ça. Voilà, la plupart du temps,
C'est assez dur de trouver de l'info là-dessus, mais en soi, ça serait vachement bien qu'on ait plus d'infos là-dessus parce que c'est quand même un problème, surtout avec les stimulants. Mais parfois aussi avec certains sédatifs ou certains sédatifs stimulants, typiquement la méthadone ou des trucs comme ça, qui peuvent être problématiques au niveau de ce truc de torsade de pointe. Voilà. Pour l'exemple que j'avais au niveau du cœur, on a cocaïne et alcool, qui est un mélange qui est ultra pratiqué au niveau des soirées. Et un peu partout, alors que c'est un mélange extrêmement dangereux. Mais vu que c'est globalisé et normalisé, tout le monde le fait. Et du coup, en fait, là, ce qui est cool, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire de la recherche. Ça, c'est un exemple d'interaction sympa, entre guillemets, qu'on peut vous demander. C'est-à-dire qu'il y a déjà des études qui ont été faites en mélangeant directement les deux produits. Et non seulement c'est beaucoup plus simple à trouver, mais l'avantage, c'est que c'est généralement encore plus pertinent, parce qu'on a vraiment des exemples concrets de ce qui risque de se passer. Contrairement à si on prend deux études séparées, on essaie d'en tirer des conclusions. C'est pas pour autant que c'est pas pertinent, mais c'est juste que c'est un peu plus. Ça reste d'extrapolation en fait, et du coup c'est un peu moins factuel, mais c'est déjà très bien en soi. Mais le fait d'avoir une étude qui vraiment montre l'effet des deux produits ensemble, c'est d'autant plus efficace. Donc la cocaïne, stimulant cardiaque, l'alcool du coup le problème c'est que il a, c'est vrai que j'ai pas parlé du récepteur ERG. Pour la cardiotoxicité, si on revient là-dessus, désolé, j'aurais dû y penser. Il y a un récepteur qui s'appelle ERG, c'est pas très beau je sais, mais ERG en fait c'est un récepteur sur le cœur. Et en fait, on s'est rendu compte que plus une substance avait une affinité pour ce récepteur, et plus en fait elle avait des risques d'être cardiotoxique, surtout quand on les mélange entre eux. Et c'est plutôt intéressant et c'est plutôt pratique en fait, parce que maintenant on arrive à plus ou moins bien estimer la cardiotoxicité de pas mal de composés via ce récepteur. Et si jamais vous voulez chercher du coup un petit peu comment ça fonctionne, si jamais voilà, le récepteur R qui est pas mal pour vérifier au niveau de la cardiotoxicité chronique. Maintenant ce qui est cool c'est qu'il y a même eu des projets où en fait ils ont lancé des simulations de ce récepteur là, parce qu'on a pu l'analyser, comprendre comment il fonctionne, etc. Et du coup on peut même théoriquement maintenant mettre n'importe quelle drogue, même des RC ou même des produits pas connus, dans ces simulateurs là, et ensuite ça va nous donner un indice de cardiotoxicité globale. Donc ça peut être vachement utile pour certains recherches chimiques stimulants ou même des produits qui n'ont pas été super étudiés. Maintenant on arrive à vraiment pas mal modéliser la cardiotoxicité à l'avance avec n'importe quel produit, et ça c'est cool et ça fonctionne assez bien. C'est des outils qui sont disponibles pour tout le monde, hein. C'est pas des outils uniquement réservés au milieu scientifique. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu le récepteur ERG et checker un petit peu au niveau des simulations. Faut creuser un peu, hein. C'est pas ultra accessible, ça reste des trucs assez de niche et assez perché, même si c'est assez utile, mais voilà, ça peut se trouver gratuitement si ça vous intéresse. Donc pour revenir du coup sur cette interaction cocaïne et alcool, en fait, la cocaïne, justement, a de l'affinité pour ce récepteur ERG et l'alcool aussi. Donc, on pourrait se dire qu'il y a une interaction basique par rapport à ça et que ça augmente la cardiotoxicité. Comme je vous le disais, la plupart du temps, c'est des effets qui sont additifs. C'est-à-dire que la cardiotoxicité, la plupart du temps, si on mélange deux produits cardiotoxiques, on va avoir les deux qui vont être pris en compte par le cœur, entre guillemets, donc les deux qui vont abîmer le cœur. Mais c'est rare que ça s'augmente de façon drastique. Le contre-exemple parfait justement c'est le mélange cocaïne et alcool. Là on a eu un petit peu d'aide de notre ami le foie qu'on a vu tout à l'heure, qui est capable en fait de mélanger ces deux molécules, de faire un petit peu de la chimie dans votre corps quoi, et de créer une nouvelle molécule qui s'appelle le cocaéthylène. Vu que alcool c'est éthanol, du coup cocaïne, coca-éthanol, cocaéthylène, c'est assez proche et ça s'explique effectivement que c'est une fusion en fait de ces deux molécules. Et la fusion de ces deux molécules, donc le produit de cette réaction dans le foie, il a une affinité énorme pour ces récepteurs ERG et ça fait en sorte qu'on a une toxicité qui est énorme au niveau du cœur, notamment au niveau du risque d'arrêt cardiaque, qui est selon au niveau des études qui ont été faites par rapport à ce mélange-là, on a une augmentation de 20 fois du risque d'arrêt cardiaque en mélangeant de la cocaïne avec de l'alcool plutôt que de la cocaïne seule. Donc là, on a vraiment un effet démultiplicateur énorme par rapport à ce mélange-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. Voilà, à ne pas le faire. Typiquement au niveau cardiaque, c'est super dangereux. Et puis en plus, j'ai l'impression que globalement, même au niveau de l'effet ressenti, la plupart des gens sont... Enfin, cocaïne-alcool, c'est un mélange qui se fait beaucoup, mais au final, la cocaïne cache les effets de l'alcool et du coup, pourquoi pas? Voilà, c'était la question. Donc voilà, contre-exemple entre guillemets, c'est pas toujours des effets additifs, mais la plupart du temps, si vous prenez des drogues qui ont une toxicité standard, c'est ça.
Voilà. Ouais, je suis parti un peu vite, mais je sais pas s'il y avait des questions par rapport au niveau du cœur. Je sais pas si torsade de pointe, du coup, vous avez pu comprendre un petit peu intervalle QT et tout ça, tout ça. On aurait beaucoup d'exemples encore à donner, mais je voulais plus donner une vision d'ensemble que trop de détails. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans le chat aussi, je les lis. On va passer aux reins. Au niveau des reins, du coup, c'est un organe vachement important au niveau des interactions. Malheureusement, c'est aussi un des organes qui est assez peu étudié et du coup, les interactions sont assez dures à prédire. Et justement, avec l'un qui s'étonnait que les reins soient importants pour ça, mais en fait, oui, les reins sont super importants pour la majorité des drogues, parce que la majorité des drogues sont des drogues qui sont éliminées par l'urine. Et donc, typiquement, au niveau des métabolites, donc les produits qui ont été fabriqués par le foie, notamment, entre autres, mais notamment, ils vont être éliminés la plupart du temps par les reins, et si on n'arrive pas à les éliminer, on peut avoir une augmentation de la concentration de ces métabolites, donc de ces déchets, entre guillemets, qui parfois ont des effets secondaires notables. Et du coup, les cas assez simples et assez faciles à voir par rapport à ça, c'est simplement les gens qui ont des insuffisances rénales, sur lesquels systématiquement, enfin presque systématiquement, pour tous les produits qui sont éliminés par voie rénale, donc par l'urine, on fait des adaptations de doses au niveau pharmaceutique. Et c'est aussi le cas théoriquement pour les drogues, sauf que voilà, je sais que la plupart des gens qui ont des insuffisances rénales savent que c'est dangereux, du moins je l'espère, et que théoriquement il faut faire des adaptations de doses. Mais ça c'est un exemple justement un peu le plus connu. Le truc c'est qu'il y a d'autres risques aussi, même pour les personnes qui n'ont pas d'insuffisance rénale, que ce soit au niveau des interactions vraiment. Il y a le risque de néphrotoxicité, donc toxicité au niveau des reins, qui peut se cumuler, voire se multiplier. Un bon exemple de substance néphrotoxique, c'est la kétamine et globalement la plupart des dérivés de kétamine. Il y a au niveau de... On peut avoir une baisse des effets ou une augmentation des effets aussi. Ça dépend, il y a certains produits qui sont vraiment beaucoup métabolisés par le foie, parce qu'ils sont très durs à éliminer dans l'urine avant que le foie s'en charge un minimum. Alors qu'il y a certains produits qui sont assez rapidement éliminés et qui n'ont pas forcément besoin de passer par le foie ou d'être métabolisés pour être éliminés, parce qu'ils sont déjà assez, ils ont déjà une bonne affinité pour l'urine, du coup la plupart du temps il n'y a pas forcément besoin qu'ils passent dans le foie avant. Donc pour ces produits-là, je vous laisse imaginer qu'ils sont beaucoup plus sensibles en fait à la fonctionnalité des reins. Et dans ce cadre-là, en fait, les produits qui sont éliminés beaucoup par voie rénale et qui n'ont pas besoin de beaucoup de métabolisation, donc généralement c'est les produits qui ont une bonne solubilité dans l'eau, ces produits-là, du coup, ils sont très sensibles au niveau de la fonctionnalité des reins et à quel point ils fonctionnent bien. Et donc, on peut soit avoir une baisse d'effet si jamais les reins fonctionnent trop, ce qui peut arriver, ou qui sont trop perméables, et on peut avoir une augmentation des effets si jamais les reins ne fonctionnent pas bien, quoi. C'est un petit peu comme le foie dans ce sens-là, c'est-à-dire que plus ça marche et plus les effets vont baisser, et moins ça marche et plus les effets vont monter. Ouais, globalement, oui, c'est le plus dur à prédire parce qu'il n'y a pas beaucoup de données par rapport à ça. Il y a certains médicaments justement qui sont très connus par rapport à ça, typiquement le lithium, pour les personnes qui ont besoin de stabilisateurs d'humeur, mais c'est loin d'être le seul, qui a tendance à justement soit baisser ou augmenter. Là, dans le cas du lithium, c'est surtout augmentation des effets. Et ça peut être très problématique parce que du coup la toxicité va aussi augmenter vu qu'on n'arrive pas à éliminer le produit. Et souvent justement pour les produits qui ont une bonne solubilité dans l'eau, le seul moyen d'expression c'est les reins. Et du coup à partir du moment où les reins commencent à être bloqués ou fonctionnent moins bien, ça peut être super problématique quoi, parce qu'on a une augmentation des effets qui peut être drastique et surtout il n'y a plus aucun moyen d'excréter le truc. Donc voilà, ça peut créer clairement des soucis. Le lithium c'est un exemple courant, mais sinon... j'ai mis quelques petits trucs qui peuvent modifier, alors pas de façon aussi drastique que le lithium, on est d'accord, mais qui peuvent modifier en fait l'élimination rénale et du coup par extension qui peut créer des interactions. Il y a les effets diurétiques qui sont importants. Si jamais quelqu'un prend un diurétique parce qu'il a un problème cardiaque ou autre, et il y a même certaines drogues qui sont diurétiques, donc qui augmentent le flot d'urine. Typiquement ça va influencer parce que vu qu'on augmente la quantité d'urine qui est excrétée, en plus de la déshydratation que ça va causer, on a du coup une augmentation de aussi la drogue qui part, donc ça va généralement réduire les effets avec des drogues diurétiques. Il faut aussi faire des adaptations de dose, donc généralement l'augmenter dans le cadre de la RDR et qu'on parle de drogues illégales qui ont des
qui peuvent créer des gros soucis. On n'augmente pas les doses, on n'augmente jamais les doses dans un combo d'ailleurs, j'aurais dû le préciser aussi, bien avant même. En cas de combo, le maximum ça va être une dose normale pour la personne et ensuite on avise parce que je veux dire on n'est pas dans des traitements on n'est pas dans des traitements où il y a un intérêt thérapeutique à faire cette chose, la plupart du temps, au niveau des drogues illégales. Et donc, si jamais il y a une interaction dans le cas où il y a une baisse d'effet, le but c'est pas de prendre plus pour surcompenser. Le but ça va être le maximum ça va être de prendre une dose normale pour la personne et au pire il y a moins d'effet. Mais une augmentation de la dose, si jamais elle est mal calculée ou que vous n'avez pas pensé à un paramètre et comme vous avez pu le voir, il y en a beaucoup des paramètres, ça peut être très problématique. Donc si jamais il y a une baisse des effets qui est prédite entre guillemets, autant ne pas monter les doses. C'est quand même les drogues illégales, c'est généralement des produits avec pas une monstre marge thérapeutique, c'est-à-dire que si jamais vous en prenez trop, il peut y avoir assez rapidement des problèmes. Donc faut faire attention, voilà. Ne surcompensez pas en prévision, c'est juste dangereux. Question rien à voir avec les mélanges, mais puisqu'on parle des reins, pourquoi la MDMA nous empêche de pisser? Alors, incroyable. Mais en soi, la MDMA, c'est juste que ça fait de la rétention urinaire. Parce que la plupart des stimulants le font aussi, hein, vous avez dû le remarquer aussi, ce qui est plutôt problématique, que ce soit l'amphétamine, etc. Et les effets viennent principalement au niveau adrénergique. En fait, il y a des muscles, enfin, il y a 2 sphincters au niveau de. Juste après la vessie, entre la vessie et l'urètre, du coup, pour uriner. Il y a un sphincter, il y a un sphincter qui est contrôlé consciemment, et donc c'est le sphincter qui est en dessous. Et il y a un sphincter qui est pas contrôlé consciemment, qui est en dessus. Pourquoi ça change tout seul? Faut que j'arrête de taper mon clavier en bougeant mes mains. Donc ces 2 sphincters, justement, le problème c'est qu'ils sont pas contrôlés de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut pas uriner, voilà, genre, ça peut arriver que vous ayez la vessie pleine, que vous ayez envie d'uriner, que vous ouvriez votre sphincter qui se trouve en dessous, mais vu que votre sphincter en dessus il est bloqué pour une raison X ou Y, ça peut venir soit d'une maladie style hyperplasie bénigne de la prostate ou des trucs comme ça, il y a pas mal de vieux qui ont ce problème. Si ce sphincter-là il est bloqué, en fait il y a juste pas moyen que l'urine s'écoule. Et vu qu'en fait c'est des récepteurs adrénergiques sur ce sphincter-là, et que la MDMA a des effets adrénergiques aussi, il y a des effets croisés par rapport à ça qui fait qu'en fait ce sphincter-là reste fermé. Ce qui est c'est c'est bête, surtout que justement ça augmente la production d'urine, la MDMA, et c'est un diurétique en soi, du coup il augmente la production d'urine et en plus il bloque ce sphincter, donc ce qui fait que ça peut être vachement désagréable au niveau de la vessie pour certaines personnes, parfois jusqu'à faire des ponctions, hein, ça arrive, heureusement pas de façon très régulière, mais voilà, parfois il y a besoin. Et ouais, du coup en soi au niveau des traitements, il y a moyen théoriquement de prendre des traitements par rapport à ça, mais on n'a juste pas de recul, et puis de toute façon on va avoir une prescription pour ce genre d'activité, je pense pas que votre médecin sera très d'accord. Mais il y a moyen de théoriquement bloquer ça, ouais, avec des antagonistes adrénergiques. Voilà. Bref, je peux vous inciter à faire des interactions maintenant que je parle. Mais c'est juste que voilà, c'est pour expliquer un petit peu l'effet. Effectivement, c'est pas au niveau des reins, là, c'est au niveau de la vessie vraiment, mais ça fait aussi partie du. Enfin, c'est un système qui va ensemble, donc la question était tout à fait pertinente. Voilà. Donc par rapport aux diurétiques, justement, vu qu'on en parlait, il y a un autre effet qui est intéressant, c'est les antacides. Et globalement, tout ce qui modifie le pH de l'urine, en fait. Parce que l'urine, du coup, a un certain pH qui est légèrement acide de base, mais juste légèrement. Et du coup, si vous prenez des antacides qui font que ça va augmenter ce pH, il faut savoir que, donc qui va rendre l'acide plus basique, il faut savoir que la plupart des drogues qu'on prend, nous, elles sont basiques parce que c'est des amines dedans. Il y a souvent des fonctions amines, et c'est pour ça que la plupart des noms des drogues finissent par amine d'ailleurs, comme suffixe. Et vu qu'en fait c'est des molécules qui sont basiques, elles sont attirées par ce qui est acide. C'est un peu comme des aimants entre guillemets, le plus attire le moins attire le plus, et c'est un petit peu pareil dans ce sens-là, où en fait les solutions basiques vont bien solubiliser les composés acides, et les solutions acides vont bien solubiliser les composés basiques. Donc le fait qu'on aille beaucoup, si on a pris de la drogue du coup, qui est basique pour la plupart, je parle pas du THC mais de la grosse majorité des substances, justement toutes celles qui finissent par amine,
Et il y en a beaucoup si vous regardez les noms complets. En fait, ces substances-là qui sont basiques, si on a une urine qui est naturellement un petit peu acide, ça va très bien du coup, parce que ça va augmenter cette affinité-là. Si on prend des antacides qui vont modifier, ou tout ce qui va modifier le pH de l'urine, ça peut aussi être le jus de citron qui a tendance à l'augmenter, de façon un peu paradoxale, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Tout ce qui peut augmenter en fait cet effet-là, il va basifier l'urine, donc la rendre plus basique. Et vu qu'on a des composés basiques, c'est un peu comme les moins et moins d'éléments, ça va pas s'attirer. Ce qui fait qu'en fait, on va réduire l'expression de ces composés. Donc en fait, au final, ils vont plus rester dans le sang et ça va augmenter l'effet ou augmenter les effets secondaires, hein, parce que ça peut être aussi des métabolites. Donc voilà, donc ça peut clairement influencer. Et les antacides, c'est un peu des effets les plus connus par rapport à ça, qui peut clairement modifier l'expression de certains médicaments ou certaines drogues. Voilà, c'était un exemple auquel on pense clairement pas, hein, parce que moi je pense des antacides, je suis là en mode ok, ça modifie un peu le pH de l'estomac, mais en fait non, l'urine s'en trouve affectée aussi, et du coup ça modifie complètement l'expression. Du coup voilà. L'aspirine et la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc je parle pas du paracétamol, mais aspirine, ibuprofène, kétoprofène, tout ça. Ça modifie en fait la filtration glomérulaire. C'est-à-dire que je vais pas faire un cours d'anatomie des reins parce que je pense que vous avez un peu mieux à faire de votre mâchoire. Mais en soi, ce qui se passe au niveau de l'aspirine, c'est que, et de tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est qu'en fait, ils sont capables de réduire la filtration glomérulaire, c'est-à-dire qu'ils sont capables, il y a du sang qui passe dans les reins, c'est un peu le concept, et de l'autre côté, il y a un liquide qui va servir à produire l'urine. Les reins, en fait, ils ont une paroi entre ces deux et ils vont faire le tri, ils vont filtrer. Et le truc, c'est que c'est ce système-là, avec du sang, une paroi, et puis ce qui va devenir l'urine par la suite, c'est encadré dans ce qu'on appelle une glomérule. Et du coup, cette glomérule-là, elle va être affectée justement le débit glomérulaire, donc la quantité de sang qui va passer dedans. Elle peut être affectée par pas mal de trucs, notamment le lithium. Mais l'aspirine et l'ibuprofène, en moindre mesure, du coup, sont capables de le faire aussi. Et du coup, ils vont réduire le débit de sang qui va arriver, ou des fois, c'est aussi la capacité de filtration de ces reins. Et donc, ce qui va faire que, vu que ça réduit le débit de sang ou si ça réduit la capacité de filtration, on va aussi augmenter les effets du métabolite ou de la drogue. Parce que du coup, elle est moins capable d'être éliminée, soit parce qu'elle est moins rapidement filtrée dans les reins, soit parce qu'elle est moins filtrée tout court dans les reins. Donc elle reste plus longtemps. Il y a la vitamine C, et ça c'est pour la même raison que les antacides, genre ça modifie pareil le pH de l'urine, et du coup même de la vitamine C peut affecter, ça dépend des composés, ça dépend de la quantité de vitamine C, mais ça peut avoir une influence, voilà. Pas dramatique justement, je le dis. Comment prédire tout ça? Parce qu'on a vu que c'était un peu globalement compliqué, que c'est pas super connu, et que y a un peu plein de systèmes différents dans les reins qui s'entrechoquent, que ce soit au niveau de l'acidité de l'urine, au niveau de la filtration, la vitesse de filtration des glomérules, que ce soit au niveau de la capacité de filtration, que ce soit au niveau des insuffisances rénales, tout ça. À vrai dire, c'est assez compliqué. Donc justement, au niveau de la prédiction, y a quelques trucs que vous pouvez checker. Il y a déjà les diurétiques. C'est un truc assez facile à vérifier si la personne prend des diurétiques ou pas. Ensuite, il y a les modificateurs d'acidité de l'urine, donc je les ai mis, principalement vitamine C, antacide. Si la personne a l'habitude de boire 1 litre de jus de citron par jour ou n'importe quel type de jus acide, style orange, etc., ça peut affecter. Et puis, du coup, inhibition potentielle de l'OATP, c'est par rapport à la filtration glomérulaire. L'OATP, c'est Organic Anion Transporter Protein. Et donc, en fait, c'est une molécule qui est capable de transporter les anions dans les reins. Et du coup, ça va affecter la filtration glomérulaire. Et en fait, comme dans le foie, par rapport au CYP, là aussi, on peut avoir de la compétition. Et du coup, en fait, n'importe quel... si vous prenez 2 drogues qui finissent en amine, donc je sais pas, on peut prendre par exemple de l'amphétamine, voilà, pour pas s'embêter, et puis du 2CB. En fait, les deux vont rentrer en compétition par rapport à cet OATP là. Après, c'est dans des petites quantités, c'est pas des monstres concentrations dans le sang, et du coup, il y aura pas de problème. Mais certaines drogues qui se prennent en grosse quantité, ça peut avoir une influence, et il y aura de la compétition entre les deux, etc. Et puis, il y a certaines molécules ou drogues qui sont capables de bloquer cet OATP. Et ça peut augmenter là drastiquement les effets parce que c'est le transporteur principal pour excréter les drogues, quoi. Du coup, il y a un peu ce truc-là. Donc ça peut être vérifié, ça peut être trouvé pas trop difficilement encore par rapport à l'ETP. Mais pour pas s'embêter, je dirais que déjà, tout
tout ce qui peut modifier l'acidité de l'urine. Et puis au niveau des effets diurétiques, c'est juste la base. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours le ATP, il y a toujours moyen de faire des recherches plus avancées. Mais voilà, c'est ce qui est un peu plus simple à s'agir. Je vous ai pas mis d'exemple concret avec les reins parce que j'ai pas réussi à trouver d'exemple ultra pertinent de ce que moi j'avais reçu comme demande d'un point de vue enfin en pharmaco et tout ça. Il y a vraiment plein d'exemples ultra pertinents. Moi on m'a déjà demandé quelques trucs par rapport au lithium et tout, c'est vrai que j'aurais pu faire un exemple, mais comme je vous disais c'est assez compliqué. Et puis il y a aussi des trucs qu'on apprend en pharma qui sont encore plus avancés que ça. Je voulais pas faire un truc ultra complexe, donc voilà, je pense que c'est suffisant au niveau des reins. Mais ouais, ça peut arriver clairement d'avoir des personnes qui sont sous lithium avec des traitements qui affectent ça, et c'est ultra important parce que selon les substances, clairement ça peut causer énormément de problèmes, vu que vraiment on prive le corps d'excréter ce qu'il faut, et ouais, ça peut être problématique. Voilà par rapport aux reins. Du coup j'ai pas mis d'exemple concret pour pas compliquer la chose de fou, mais si vous avez des questions encore par rapport aux reins, n'hésitez pas. Voilà, du coup on a fait les 4 organes principaux. J'ai juste fait une petite slide pour vous expliquer rapidement genre encore quelques autres facteurs, parce que pourquoi pas finir sur du bourrage de crâne après le bourrage de crâne. Non mais pour vous rendre compte qu'il n'y a pas juste ces 4 facteurs, et qu'en fait il y en a plein, et que c'est du coup une science qui est ultra compliquée. Voilà, la compologie comme je l'appelle, c'est pas très scientifique mais c'est un peu ça. C'est une science qui est super compliquée, et puis et globalement on peut jamais tout prédire en fait. On fait au mieux, mais le corps humain c'est quand même vachement complexe, et on n'a pas du budget pour faire des études sur absolument tout, donc c'est compliqué. 3 petits trucs comme ça que je vous présente en mode petit fun fact intéressant. Il y a un transporteur qui s'appelle le PGP qui se trouve pour P-glycoprotéines, qui se trouve en fait dans toutes les cellules, et qui notamment en fait dans les cellules au niveau du cerveau, et qui permet aussi de faire passer en fait des molécules dans le cerveau, mais il se retrouve aussi dans l'écrasante majorité des cellules, peut-être quelques exceptions, mais voilà. Mais il se retrouve justement beaucoup dans le cerveau, dans les reins aussi, et puis aussi dans le foie en majorité. Et du coup, par rapport à ce transporteur PGP, en fait il peut y avoir des interactions, notamment avec le millepertuis qu'on avait déjà vu, mais il y a aussi certains inhibiteurs du PGP, comme certains traitements en fait, comme le méprazole par exemple, qui peuvent être utilisés à des fins un peu malsaines. Donc je sais pas si vous avez non, malsaines, voilà. On va pas juger, mais il y a le loperamide, c'est un médicament qui a été designé comme constipant. C'est pour les personnes qui ont généralement de la diarrhée. Il s'avère que en fait il a été développé à partir du fait que les opioïdes sont des constipants. Les personnes qui prennent de l'héroïne, de la morphine, etc. ont tendance à avoir de la constipation, plus ou moins marquée selon les doses, de la tolérance, etc. Mais ouais, ça fait de la constipation. Et du coup ils se sont dit on va essayer de faire un composé. Quand ils ont fait la recherche, ils voulaient un agent constipant. On va faire un composé qui est constipant, qui a une structure d'opioïde, mais qui va être tellement rapidement éjecté des cellules que en fait il n'aura pas le temps de faire effet en fait. Et du coup ils ont fait en sorte que le transporteur PGP justement soit capable de l'expulser rapidement. Et du coup, il y a des petits malins qui sont amusés à mélanger en fait du loperamide avec des inhibiteurs PGP pour avoir en fait des effets opioïdes avec ce truc qui normalement, vous finissez avec les intestins complètement bloqués avant de pouvoir avoir des effets opioïdes potables. Et en fait, en mélangeant les deux, justement, il peut y avoir ça. Le problème derrière tout ça, c'est que généralement, les gens, ils n'avaient pas forcément accès à des bons inhibiteurs du transporteur PGP, et du coup, déjà le pyramide il a un effet sur l'intervalle QT, donc ce qu'on a parlé avant au niveau des torsades de pointe, et que en plus certains inhibiteurs des transporteurs PGP l'ont aussi, et du coup ça a créé des problèmes cardiovasculaires chez ces personnes là. Enfin il y en a pas toutes, mais il y a eu des cas, et du coup ça peut être voilà, ne faites pas ça chez vous, hein, mais juste c'est un exemple d'interaction intéressante dont les gens ont essayé de profiter, simplement ils n'ont pas pensé au reste, et puis et voilà. Il y en a certains qui en impétient un peu. Mais le transporteur PGP, j'en parle parce que c'est vraiment un truc assez important, et qu'en fait la grosse majorité des drogues et même des molécules dans le corps passent par ce transporteur à un moment ou à un autre. Et du coup, au niveau des interactions, c'est
assez intéressant à vérifier. Si vraiment vous voulez bien creuser une interaction, aller bien dans les détails, ça vaut la peine de vérifier. C'est des données qui sont assez faciles à trouver et qui sont intéressantes de voir si une molécule X dans votre interaction est inhibiteur de transporteur PGP ou pas. Ensuite, on a l'albumine. Donc c'est une protéine qu'on retrouve dans le sang. Et en fait, cette protéine, elle crée des interactions avec quasiment toutes les drogues. Simplement, elle est généralement négligeable parce qu'en fait, c'est un transporteur dans le sang. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de molécules qui sont transportées via l'albumine pour être mieux transportées, typiquement jusqu'au foie pour être métabolisées ou jusqu'au rein pour être sécrétées, etc. Donc en fait, l'albumine, justement, c'est un transporteur sanguin et c'est le transporteur sanguin majoritaire. C'est aussi une des protéines majoritaires dans le sang. Donc en fait, il y en a beaucoup et c'est pour ça que la plupart du temps, l'interaction est quasiment négligeable. Mais théoriquement, vous prenez quasiment n'importe quelle drogue et en fait vous allez avoir d'interaction au niveau de l'albumine parce qu'il va y avoir une compétition entre les molécules et puis l'albumine. Simplement, il y a tellement d'albumine dans le sang que c'est pas un problème, mais voilà, vous savez que maintenant vous pouvez prendre théoriquement n'importe quelle drogue, vous aurez quand même des interactions. Et puis au niveau des autres protéines, parce que voilà, ça c'est juste 2 protéines exemple, mais en vrai il y en a plein d'autres et qui sont effectivement partout dans l'organisme. En fait, chaque protéine peut théoriquement provoquer des interactions à un point ou un autre parce qu'elles sont toutes utiles à la vie et du coup n'importe quelle protéine qui peut être bloquée ou qui peut avoir des interactions dessus, ça peut être un problème. Et là, un exemple pas mal, c'est la ADC, avec les antidépresseurs, la MDMA, on revient un coup dessus. En fait, la MDMA a une capacité à... La ADC, en fait, pour expliquer un petit peu, c'est une protéine qui se trouve dans l'estomac et puis dans le cerveau, qui est capable en fait de faire la dernière étape de transformation de la sérotonine, en fait, pour produire de la sérotonine. Et il s'avère aussi que c'est également la même enzyme qui fait la dernière étape de production pour fabriquer de la dopamine. Donc en fait, c'est un peu la dernière enzyme finale pour produire de la dopamine et de la sérotonine. C'est quand même 2 neurotransmetteurs vachement importants. Et il s'avère que la MDMA a la capacité de faire à peu près pareil que le CYP-DT6 dont on a parlé au niveau du foie, c'est-à-dire l'inhiber complètement. Et ce qui fait que là, on peut avoir des interactions assez indirectes, mais quand même vachement problématiques. Au niveau des antidépresseurs, et en fait quand la MDMA est prise notamment en trop grosse dose, s'il y a trop de cette enzyme là, alors justement je n'ai pas détaillé exactement au niveau de la biochimie comment fonctionnent les cinétiques d'enzymes et tout, mais globalement si on inhibe une enzyme même complètement mais juste une partie, le corps il peut plus ou moins compenser parce qu'il va produire plus de précurseurs, du coup on va bien bourrer l'enzyme et elle est capable de monter un petit peu son rythme de travail, on va dire, pour compenser. Si on prend vraiment des grosses doses de MDMA et qu'on défonce complètement tous les stocks de ces enzymes là, c'est là qu'on appelle, justement, ça peut créer un crash en fait pendant une semaine des fois, voire moins, plus, ça dépend de la capacité de régénération de chacun et puis à quel point cette enzyme là s'est fait vraiment détruire jusqu'au bout, donc de la dose finalement de MDMA qui a été prise. Mais c'est là qu'on est pas mal à l'origine justement des crashs de MDMA entre guillemets, qu'on appelle justement les problèmes de production de dopamine et de sérotonine qui peuvent créer des symptômes du coup similaires dépressifs. Donc c'est pas la seule explication, mais c'est une très bonne explication qui se tient bien et qui a pu être vérifié aussi dans la pratique, du fait que ça réduit à des grosses doses, la MDMA réduit vraiment la production de sérotonine, de dopamine sur le relativement long terme. Donc on parle de entre 5 jours et 2 semaines. Ça dépend après des individus, etc. Et du coup, on arrive au problème aussi avec les antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, ils ont beau augmenter la quantité de sérotonine dans la synapse, c'est leur but. Si l'enzyme derrière qui produit la sérotonine ne fonctionne plus, ça devient compliqué justement de maintenir en fait un niveau de sérotonine normal, voire plus élevé, ce qui est généralement souhaité avec un antidépresseur. Et donc on a aussi une interaction qui fait que le traitement va pas bien fonctionner, quoi. Donc voilà, c'est petit fun fact intéressant comme quoi, voilà, enfin juste il y a des protéines partout et en fait toutes ces protéines là sont capables d'avoir des interactions en théorie. Simplement il y en a des plus intéressantes que d'autres et là c'est un exemple de protéines qu'on n'a pas du tout vu jusqu'à là, alors qu'en fait ça a quand même une importance assez dramatique dans ce combo là. Donc juste pour dire qu'en soi, genre le fait de bien comprendre les combos, c'est un truc sans fin parce qu'on peut vraiment aller dans les détails de détails. Après on est humain et heureusement la plupart des erreurs pardonnent. Je sais pas non plus vous encourager à faire n'importe quoi, mais la plupart des interactions sont pas des trucs ultra graves, il y en a juste beaucoup et c'est difficile de faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Et ça c'est un problème assez constant par rapport au mélange.
c'est qu'on sait jamais en fait à quel point une interaction, enfin on peut essayer de déterminer, mais souvent en fait on sait pas à quel point une interaction a une importance suffisante ou pas pour s'en préoccuper. Donc voilà, donc ouais c'est un peu un art sans fin, mais voilà, des petits exemples. Euh, Vous êtes sur quelle partie? Ben en fait on a déjà quasiment fini presque, du coup désolé. Mais, euh, mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura la rediffusion. Puis voilà. Hop. Donc je vous donne quelques ressources qui sont pas mal au niveau des interactions. Euh, Hop, je te mute. Au niveau des sites pour les drogues, il y a 3 sites qui sont pas mal que personnellement j'utilise. Il y a Combi Checker qui est notre fierté nationale suisse. Non, c'est juste une appli web que vous pouvez utiliser. Il y a Mixture, qui est un projet actuellement en cours, qui n'est pas fini, donc il n'y a pas toutes les combinaisons, loin de là, mais il est en cours, il est participatif aussi. Tout est vérifié, mais il est participatif. Et si vous voulez participer, du coup, c'est cool. Et qui est, oui, qui a 1 an à peu près, donc encore un projet assez jeune, mais qui est vachement intéressant. Et puis il y a Tripsit aussi, qui est vachement connu, bah, notamment pour leur tableau, mais il se trouve qu'ils ont aussi une version en ligne de leur tableau, qui est cool parce qu'ils expliquent un petit peu le raisonnement derrière le tableau Tripsit en fait. Parce que c'est vrai que moi, souvent, en fait, quand je travaille en stand et puis que je discute avec des gens, nous on met souvent un tableau de Tripsit, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des explications de pourquoi en fait, parce qu'il y a des gens qui sont là en mode ah mais je fais ça tout le temps, genre pourquoi c'est dangereux. Et du coup, bah, le fait d'avoir le site, ça permet de justifier un petit peu le pourquoi. Donc, à chaque fois, j'ai pris la même interaction, donc en l'occurrence, alcool plus MDMA, pour ces 3 sites. Et du coup, j'ai fait tourner leur truc pour voir un petit peu ce qui se passait. Enfin, pour vous donner aussi un point de comparaison au niveau de la description des choses. Donc, sur CombiChecker, vous allez avoir un petit peu globalement les effets problématiques au niveau des risques, donc la déshydratation et puis baisse de l'effet euphorique selon eux. Ils mettent une petite remarque RDR, donc de faire attention à boire assez. Et ils disent justement une petite description, voilà, et qu'il faut penser à bien s'hydrater, vu que les deux déshydratent. Donc voilà, en vrai c'est pas mal et c'est assez suffisant je pense pour quelqu'un qui veut juste connaître un petit peu ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, à quel point c'est ok ou dangereux. Donc là ils mettent quand même c'est dangereux. Au niveau mixture, alors bon, là j'ai justement pris quelque chose qui a été fait sur mixture parce qu'il y a quand même pas mal de substances qui ne sont pas répertoriées, enfin au niveau des combos, vu que c'est un travail assez laborieux, mais vous pouvez voir que c'est assez complet et qu'ils ont tendance à séparer du coup les effets ressentis, donc les effets quoi, du combo, et les risques. Donc c'est assez cool. C'est parce que des fois on a des effets qui sont intéressants mélangés, mais qu'en fait les risques ils sont super élevés, ou des fois c'est pas le cas, donc en fait c'est assez séparé. Ces deux concepts de risque et d'effet ressenti. Et du coup, ce qui est justement, donc là ils disent que c'est des effets mixtes et puis qu'il faut faire attention à quel point l'info est fiable en fait. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite vous avez une description assez complète avec pas mal de sources. Des fois c'est des témoignages, mais il y a aussi pas mal d'études scientifiques, etc. Donc c'est pas mal. Mais par exemple là, bah, tout simplement, ça s'adresse plus à un public un peu plus averti qui a envie de creuser un petit peu comment ça fonctionne les mélanges, quoi, parce que c'est bien détaillé par rapport aux autres versions. Mais par contre, typiquement ici, on parle même pas de boire de l'eau. Du coup, il y a aussi des petits conseils RDR de base qui sont pas présents. Et voilà, comme je disais, il y a rien qui est parfait, mais c'est juste intéressant pour creuser des sources et tout, c'est très bien, mais en même temps c'est pas forcément non plus appliqué genre ultra RDR de terrain bas niveau quoi, c'est plus du haut niveau. Après je pense que si vous avez suivi cette conférence c'est que vous êtes plutôt à vouloir essayer de comprendre les choses en détail, donc c'est un bon site que je recommande, qui est pas encore complet mais qui est en cours de complétion et qui avance gentiment. Et puis Tripsit du coup c'est très concis. Ce qui m'a un petit peu surpris, voire déçu en fait, parce que justement il crée en fait ce tableau super connu d'interaction et en fait il n'y a aucune source et il y a juste une petite explication de quelques lignes. Alors bon, c'est pas pour autant que leur tableau n'est pas pertinent du tout, hein, genre j'ai beaucoup revérifié leur tableau par la suite, vu que j'en ai refait une version. Et la plupart des infos étaient pertinentes, c'est juste que bah, effectivement souvent c'est pas vraiment justifié en fait, et je trouve ça dommage au niveau des sources. Mais voilà, après il y a tout ce qu'il faut de base, donc on voit que ça peut causer de la déshydratation et que du coup il faut faire attention et qu'il faut s'hydrater suffisamment. Et voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir en soi de façon pratique ou pratique, mais c'est pas super détaillé.
Donc voilà pour vraiment ce qui est au niveau des sites pour les interactions avec les drogues en tant que telles. Après, donc c'est ce que vous devriez utiliser de base. Faut vraiment pas s'amuser à mâcher. Enfin, s'il y a du travail qui est fait pour vous, faut pas s'amuser à tout le refaire. Mais parfois, justement, on n'arrive pas à trouver certaines infos. Alors, on a des questions spécifiques avec des cas spécifiques et voire des fois, bah, je sais pas, juste des mélanges de 3 produits. Combi-checker, il permet de rajouter un troisième produit en théorie, mais en fait, ce qu'il va faire, c'est simplement comparer en fait les 3 cas d'interaction, donc A, B, BC et AC. Ce qui est, bah, à mon avis, c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi des interactions entre les 3. Donc voilà. Donc il y a pas mal de cas comme ça où en fait il va falloir rechercher par vous-même et aller un petit peu plus loin que ce qui est déjà fait, mais ce qui est déjà fait c'est déjà cool. Pour ça, il y a pas mal de sites de dispo. Bah, déjà tous les sites d'études globales, donc que ce soit la NIH, PubMed qui est très connu, Science Direct, qui sont très bonnes sources de plein d'études, souvent avec du vocabulaire un peu compliqué et des infos de qualité, mais qui sont derrière bah, généralement de l'anglais et du vocabulaire technique, donc c'est pas top top, et souvent un prix. C'est pour ça qu'il y a Sci-Hub. Je vais pas vous recommander d'utiliser Sci-Hub parce que c'est pas forcément très légal, mais voilà, au niveau des études pour les récupérer, ça peut se faire par là. Il y a Drug Bank qui est intéressant surtout pour les cas de médicaments. Là, j'ai fait tourner la même interaction sur Drug Bank. Donc pareil, alcool et MDMA. Alors déjà, là on voit que MDMA c'est midomaphétamine. Voilà, c'est le nom qu'ils ont trouvé comme quand la MDMA sera commercialisée comme médicament. Donc voilà, donc déjà pour trouver ça, c'est pas forcément pratique. Et puis ensuite, justement, c'est éthanol, c'est pas alcool, du coup faut aussi savoir et tout. Donc c'est des noms un peu plus pharmaco quoi, et un peu moins grand public. Et au niveau de la pertinence de l'interaction, alors ce qui permet de faire des interactions, c'est pas top top. Ça dépend. Entre les médicaments, généralement c'est bien, mais c'est vrai que pour les substances un peu moins connues d'un point de vue médical comme la MDMA, bah c'est pas super pertinent quoi. Là ils disent que ça peut augmenter les effets dépressifs, enfin dépresseurs sur le système nerveux central, mais ils parlent pas de la désintoxication. Et en soi, la MDMA est pas non plus un dépresseur ultra marqué quoi. Même chez certaines personnes, c'est plutôt un stimulant. Et les effets sur le corps sont stimulants aussi. Donc ouais, c'est pas super pertinent d'un point de vue d'interaction. Par contre, la partie en dessous, qui est super intéressante, c'est que c'est un très bon hub, c'est un bon endroit où il y a pas mal d'informations de qualité qui sont regroupées si vous voulez creuser un peu plus les interactions. Sur la MDMA, justement, ici, ils expliquent justement la pharmacodynamie, donc comme quoi ça augmente la libération de sérotonine, noradrénaline et dopamine, donc ça c'est une bonne info et c'est déjà là, et puis c'est cool. Il y a tout le mécanisme d'action qui est écrit en détail, vous avez aussi plein d'enzymes qui sont détaillées, donc ce qui peut être vachement intéressant. Avec des sources aussi, et puis vous pouvez cliquer sur les enzymes et ça vous explique du coup les interactions, enfin les autres drogues ou médicaments qui utilisent aussi ces enzymes, du coup c'est cool. Et puis il y a aussi tout le métabolisme qui est expliqué, donc c'est cool. Là on voit qu'il y a le CYP2D6 dont on a parlé avant, le CYP2D8, et du coup il y a aussi plein d'autres enzymes dont il parle, donc c'est cool aussi, ça permet de creuser un petit peu. C'est bien détaillé. Et il y a la voie d'élimination, donc là c'est du rénal, donc c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'au niveau des reins, peut-être il faudra faire attention. Et il y a la demi-vie qui est donnée aussi. Et il y a aussi la clairance, donc la clairance rénale, j'en ai pas parlé, mais c'est la capacité de filtration des reins pour X molécules. Par exemple, le THC qui est très lipophile, il a une clairance qui est mauvaise, et un composé très lipophile, du genre du GHB par exemple, très hydrophile, du genre du GHB, il aura une très bonne clairance. Du coup, ça vous donne en fait plein d'infos qui sont pertinentes et qui sont bien sourcées. Drugbank, c'est un site vraiment sérieux. Du coup, c'est cool. C'est très pratique si jamais vous voulez chercher un peu des interactions un peu plus poussées. Le fait d'avoir tout ça à un endroit, c'est plutôt pratique plutôt que de devoir s'éparpiller à ouvrir 50 études et puis à fouiller des trucs. Donc c'est un bon endroit où les infos sont regroupées. Pour les orsats de pointe, du coup, il y a Credible Meds, dont je vous ai déjà parlé, qui est pas mal du tout. Pour le foie, il y a Livertox, qui regroupe pas mal d'informations de plein d'études et qui est en fait un petit peu pareil que Drugbank, mais uniquement pour les interactions au niveau du foie. Et il y a un petit peu d'interaction, mais c'est surtout après composé par composé. Donc si vous voulez regarder, je sais pas, la toxicité de l'alcool, pour un truc très basique, hein, mais ça peut être la MDMA aussi, ou n'importe quoi, vous aurez des infos. Après les interactions entre les substances, pas forcément, mais souvent justement, ça permet de voir en tout cas au niveau de la toxicité justement. C'est rare, généralement ça se cumule, c'est pas ultra synergique, donc ça permet déjà de voir un peu si les deux peuvent poser des problèmes au foie ou pas.
Et puis au niveau des médicaments globalement, donc vraiment médicaments, là ils ont quasiment aucune drogue, malgré leur nom, mais en anglais, drugs c'est médicaments, principalement. Donc en l'occurrence, ouais, ils ont beaucoup d'infos sur les médics, et si jamais vous avez les médicaments, c'est très bien expliqué aussi, donc je recommande aussi ce site-là, si jamais vous avez besoin d'infos quelconques au niveau des interactions avec des médicaments plutôt légaux prescrits. Voilà, je pense que globalement j'ai fini. Désolé pour tous les gens qui sont arrivés un peu à la bourre. Du coup, vous n'avez pas eu tout le début, mais comme je vous disais, ça va être retransmis sur YouTube. Il nous reste 15 minutes pour des questions diverses et variées, ou même des discussions tranquilles, ça me va aussi. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport à cette conférence, que ce soit au niveau des différents organes, ou même une interaction qui vous a surpris, ou un truc à partager, ou voilà. Mais oui. Du coup, ça c'est fini. Petite qu'a posé. Ouais. Tu parlais, oui, pardon, tu parlais de la MDMA qui était prise à haute dose et qui du coup donc tapait dans les protéines qui ensuite ne seraient qui seraient plus assez disponibles et du coup induiraient un état de dépression. Si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Et mais pourtant, j'entends parler du fait que il n'y a pas de lien entre la sérotonine et la dépression. Du coup, j'ai du mal à comprendre toutes ces infos croisées. Alors, en soi, le lien entre la sérotonine et la dépression, il est prouvé dans un sens, on va dire, mais pas dans un autre. C'est-à-dire que si on crée une déplétion en dopamine et en sérotonine chez des rats, typiquement, on va avoir des symptômes dépressifs. Par contre, le fait qu'on augmente, on augmente la quantité de dopamine, le fait que ça puisse guérir d'un syndrome dépressif, de dopamine ou de sérotonine, ça puisse guérir d'un syndrome dépressif à long terme, ça c'est loin d'être garanti. C'est une théorie qui semble marcher à peu près, mais qui est contestée, donc voilà. Après, clairement, si les individus et les souris, on a vraiment des corrélations statistiques entre le fait d'avoir une déplétion en sérotonine et en dopamine et des états dépressifs. Voilà. Mais bon, après, c'est de la neuroscience, hein, c'est de la science très récente, donc rien n'est sûr. Ok, d'accord, bah merci. Ouais, pas de soucis. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal. Quand on remet des choses en question, il y a des paradigmes qui changent, c'est compliqué, ouais. Moi c'est tout bon, hein. S'il y en a qui veulent partir ou s'il y en a qui veulent rester pour des questions, voilà, mais moi, je vais m'arrêter là gentiment. Je vais y rester hein, si jamais, donc si vous avez des questions, je reste jusqu'à 22h, mais pour ceux qui veulent y aller, bah, voilà, je vous retiens pas plus que ça. Et merci d'être passé du coup.